Crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chroniques criminelles. Dans cet épisode, l'affaire Julien Thévenet. Imaginez un petit village de la Marne coincé entre deux bases militaires. Un endroit tranquille et donc plutôt sécurisé. Pourtant, c'est là qu'en janvier 2014, en fin d'après-midi, Sophie Richard découvre le corps de son mari, Julien Thévenet, gisant dans le garage. Une pioche ensanglantée est posée sur son torse. Que signifie cette mise en scène macabre? Et que s'est-il passé? La réponse dans ce nouveau podcast de Chroniques criminelles. Automne 2013, dans l'est de la France. Un jeune couple très amoureux se marie sous un soleil radieux. Tout semble parfait. Mais ce jour-là, personne n'aurait pu imaginer que ce bonheur allait brutalement voler en éclats quelques mois plus tard. Pour bien comprendre cette histoire, il faut remonter plus d'une vingtaine d'années auparavant. Tout commence à Martigues, dans le Midi, à une quarantaine de kilomètres de Marseille. Martigues, c'est la ville carte postale des Bouches-du-Rhône. Virginie Selvetti, journaliste. Surnommée la Venise provençale, c'est des maisons avec des façades colorées, plein de ports de pêche avec des bateaux amarrés, le soleil, les gens accueillants, l'accent chantant. Ça reste une des belles villes du sud de la France, de la Méditerranée. Stéphane Minca, journaliste spécialiste des faits divers. À côté de l'étang de Berre, c'est un très joli cadre pour grandir. C'est ici que Julien Thévenet voit le jour en 1989, au sein d'une famille nombreuse et très unie. Jean-Luc, son père, se souvient de sa joie de vivre avec beaucoup d'émotion. C'est un garçon plein de vie, il veut tout toucher. Tout ce qu'il a fait, il l'a fait à fond. C'était une pile électrique, il ne tenait pas en place. Jean-Luc Thévenet, père de Julien. Chaque fois qu'il était assis à table, on entendait vibrer, c'était son pied. Il fallait qu'il fasse ses devoirs avec un ballon. Il était toujours en mouvement, toujours. On le voit sur les photos, il garde ce visage un peu rond, presque encore un peu poupin. Il plaît vraiment aux femmes. Il est charmant, des yeux marrons, les cheveux bruns, un regard perçant. Né d'un père cuisinier et d'une mère femme de ménage, Julien est issu d'un milieu relativement modeste. Il a deux grandes passions dans la vie, le football et surtout l'aviation. Très jeune, il avait même pas une dizaine d'années. Il jouait au foot, il était gardien de but. Et à un moment donné, il s'est arrêté pour regarder passer des avions. Et bien sûr, il y avait un but puisqu'il regardait à l'opposé. Ça l'a toujours fait rêver. Et en particulier, l'aviation, l'armée de l'air. Il s'est pris de passion, en fait, pour un avion, le Rafale. Une passion dont Julien, qui rêve de devenir pilote de chasse, va faire son métier. Une fois décroché son diplôme de sous-officier mécanicien, son destin paraît tout tracé. À 21 ans, il est affecté dans une base aérienne de l'Est de la France, loin de sa famille. Donc il réalise son rêve d'enfant, il devient sergent mécanicien sur les Rafales de l'armée de l'air et il part à Saint-Dizier. Quand on est enfant et que sa passion c'est l'aviation et qu'au final... Laurent Villain, journaliste à France 3, Champagne-Ardenne. On est mécanicien du Rafale, qui est la Formule 1 de l'aviation de l'armée française. Je pense que, c'est le top, c'est le summum. Julien Thévenet commence sa nouvelle vie à près de 800 km de sa Provence natale. Pour lui, le choc est bien réel, mais pas insurmontable.
C'est quelqu'un du Sud, donc il a le verbe facile, qui rigole tout le temps, qui est toujours en train de déconner, voilà. Donc ça se passe super bien. Les collègues de Julien Thévenet l'écrivent comme quelqu'un de très gentil. Louise Colcombet, journaliste au Parisien, aujourd'hui en France. Très investi dans son travail, très généreux. C'est quelqu'un d'intègre qui a des valeurs. Julien vit donc très loin de chez lui, entouré de ses nombreux copains de régiment. Un univers de franche camaraderie, mais qui demeure quasi exclusivement masculin. Julien, c'est quelqu'un qui ne sait pas vivre seul. Petit, le dimanche, c'était qui c'est qui vient à la maison ce dimanche? On va où? On va avec qui? On fait quoi? Donc, très vite, il a besoin d'une relation. Et il va faire comme beaucoup de garçons maintenant, ou de femmes. Il va aller sur les réseaux sociaux. Pierre Limbroso, avocat de la défense. Et c'est comme ça qu'il va rencontrer Sophie Richard et que la relation va se lier à travers la toile. À cette époque, Sophie Richard vient de fêter ses 20 ans. Originaire de l'Est de la France, cette jeune femme, déjà mère d'un petit garçon, a tout pour plaire à Julien. Elle est un peu gironde, blonde aux yeux bleus, la peau assez blanche, un beau sourire. Et c'est quelqu'un d'assez séductrice, en fait. C'est vraiment une blonde de l'Est. Elle a un charme local, quoi. Elle a vraiment quelque chose, on le voit sur les photos. Entre le séduisant sous-officier de l'armée de l'air et la jeune maman, c'est un véritable coup de foudre. D'autant que Sophie est dotée d'un tempérament à toute épreuve, et pour cause. Son parcours de vie n'a pas été des plus faciles. Elle quitte la maison familiale à 16 ans. Elle décide de devenir, entre guillemets, autonome. Et 3 ans plus tard, elle devient maman pour la première fois. Elle va s'occuper de personnes âgées, d'enfants handicapés, donc de l'aide à la personne, ce qui est jamais facile. Et elle va, comme ça, petit à petit se débrouiller, gagner sa vie, vivre seule et élever toute seule son enfant. Sophie est mère célibataire lors de sa rencontre avec Julien. Et en l'espace de quelques semaines, début 2011, le couple s'installe dans un appartement à Châlons-en-Champagne. La jeune femme décide alors d'arrêter de travailler pour s'occuper de son foyer. Depuis Martigues, Jean-Luc, le père de Julien, s'en rappelle comme si c'était hier. Tout va très vite, c'est plus que vite, parce que déjà, il la rencontre, 3 mois après, elle est enceinte. Le bébé arrive en 2012. En 2013, il se marie. Puis déménage de Châlons-en-Champagne à Sommesuip où ils achètent un pavillon. Sommesuip, une paisible localité de la Marne, posée en plein cœur de cette région, de longues traditions militaires. Sommesuip est un tout petit village, en fait, très agricole, mais surtout coincé entre 2 énormes bases de l'armée française, qui est donc celle de Suip et celle de Mourmelon. On pense à la bataille de la Marne, on passe à la guerre 14-18. On est vraiment dans un ancrage militaire, que ce soit sur le plan historique et sur le plan opérationnel. Ce jeune couple, avec 2 enfants, fait acquisition d'un pavillon dans un lotissement à l'extérieur de Sommesuip. Une vie semblable à celle de millions d'autres familles. Julien part le matin très tôt. Il a 1 heure de route pour aller à Saint-Dizier sur la base militaire. 1 heure de route le soir. Lorsqu'il rentre, il s'occupe de ses enfants. Et ils ont finalement peu d'amis, ils font peu de sorties. Ils sont tellement bien ensemble qu'ils restent la majorité du temps en famille tous les 4. Ainsi s'écoule le quotidien heureux de Julien Thévenet et de Sophie Richard dans l'Est de la France. Jusqu'à cette date fatidique du 27 janvier 2014. Ce fameux jour, un lundi, Sophie revient d'un week-end, passé loin de Sommesuip, avec ses enfants. Il est environ midi lorsqu'elle arrive devant la maison familiale. Et elle va voir que la baie vitrée du pavillon est ouverte.
Donc elle va avoir peur qu'il y ait une effraction. Elle pense qu'il y a un cambriolage qui a eu lieu chez elle. Elle est assez paniquée parce qu'elle n'ose pas rentrer. Donc elle va aller chercher un voisin en lui demandant de l'aide pour qu'il rentre avec elle. Ce voisin accepte de l'accompagner jusqu'au pavillon. Sophie et lui comprennent vite qu'il s'est passé quelque chose de pas normal à l'intérieur. Ils rentrent dans la maison, effectivement, ils constatent que des choses sont éparpillées un peu partout. Et ils vont ensemble aller dans le garage. C'est Sophie Richard qui va ouvrir la porte du garage aux voisins pour vérifier que tout va bien. Et là, il tombe nez à nez avec un corps. Le corps est maculé de sang et il a une pioche posée sur son torse. Et Sophie Richard va immédiatement dire « c'est mon mari ». Aucun doute possible. Il s'agit bien de Julien Thévenet, le compagnon de Sophie. Les sapeurs-pompiers sont aussitôt prévenus. Mais une fois sur place, ils doivent se rendre à l'évidence. Il est déjà trop tard. La victime ne respire plus. Ils vont tout de suite découvrir, bien évidemment, le corps et ils vont constater qu'il a de multiples contusions et des plaies. Il y a au moins 6 ou 7 coups qui ont perforé le corps. Julien était aussi frappé au visage. Il y a un vrai déchaînement de violence. C'est un meurtre. D'emblée, la piste criminelle ne fait pas l'ombre d'un doute. Et puis, il y a cette pioche posée sur le corps et ces éclaboussures de sang partout aux alentours. Une scène d'une extrême violence. Immédiatement, la justice confie l'enquête à la gendarmerie. Le major Franck Catini, alors en poste à la section de recherche de Reims, a accepté pour la première fois de raconter cette incroyable affaire. On nous informe qu'un corps vient d'être découvert décédé. Ce serait un militaire. Franck Catini, major de gendarmerie et chef d'enquête. Je suis désigné directeur d'enquête par ma hiérarchie et confirmé par le procureur de la République de Châlons-en-Champagne. La scène de crime est aussitôt gelée par les enquêteurs. Première priorité pour eux, procéder aux expertises de police techniques et scientifiques. Ils vont relever les empreintes, l'ADN. Virginie Selvetti, journaliste. Ils vont prendre des photographies, regarder les projections de taches de sang. Ils vont saisir la pioche, la mettre sous scellé. Le major Catini songe aussitôt à la piste d'un cambriolage qui aurait dégénéré. Reste que l'enquête de voisinage n'apporte rien de probant. Ce qui est certain, c'est que dans l'environnement, il n'y a pas eu d'autre cambriolage de fait et que ce cambriolage n'a été signalé par personne. Personne n'a remarqué quoi que ce soit d'anormal dans ce lotissement. En revanche, ce que l'on sait, c'est que Julien Thévenet a été vu pour la dernière fois le vendredi 24 janvier aux alentours de 17h. Il sortait alors d'un rendez-vous à la banque. La question qui se pose, c'est que s'est-il passé entre ce vendredi 17h et le lundi matin 11h30 lorsque le corps a été retrouvé? Sophie Richard, la veuve, est encore sous le choc. Et il lui est impossible de répondre aux questions des gendarmes. En effet, elle était absente du domicile depuis plusieurs jours. Sophie Richard va dire aux enquêteurs qu'on lui a volé son téléphone portable et une petite somme d'argent en espèces qui se trouvait là, ce qui pourrait corroborer un cambriolage. On peut très bien imaginer qu'il y a une sorte de lutte. Stéphane Minca, journaliste spécialiste des faits divers. Que Julien a été surpris en fait durant le week-end. Le cambriolage qui tourne mal est la première piste et la plus évidente. Résultat, la gendarmerie se focalise sur la piste de l'agression à domicile. Le lendemain, la mort de Julien Thévenet fait déjà la une des actualités régionales. Direction Somme-Suip, dans la Marne, je vous le disais, un homme a été retrouvé mort hier dans son garage. Le procureur, ce matin, a confirmé qu'il s'agissait bien d'un meurtre aux circonstances étranges. Amanda Chaparro, bonjour, vous êtes sur place.
Bonjour, oui, en effet, la victime a été retrouvée gisant dans son garage. Elle présentait 5 plaies importantes au thorax et une pioche était posée sur son corps. Alors que la presse locale s'empare de l'affaire, Sophie n'a pas la présence d'esprit de prévenir les membres de la famille de Julien. C'est par les réseaux sociaux qu'ils apprennent la terrible nouvelle. Une épreuve que Jean-Luc, son père, ne pourra jamais effacer de sa mémoire. Ce jour-là, il reçoit un coup de fil de l'un des frères de Julien. Mon fils m'appelle, il me dit « Papa, tu sais, je suis sur Facebook, le Facebook de Julien, et il y a des drôles de messages. » Et là, on commence à lire RIP, au revoir Julien. Jean-Luc Thévenet, père de Julien. Et là, c'est la grosse angoisse, quoi. Donc, je sais pas, il me traversait l'idée, je vais sur le journal local L'Union, l'Union Ardennais, et là, je vois en première page la photo de la maison de SWIP avec la police scientifique, un militaire retrouvé mort à un coup de pioche. On ne sait pas quoi faire, on était perdus. Pour nous, tout s'effondre, hein. Pendant que le chagrin et l'incompréhension gagnent toute la famille de Julien, les interrogations se bousculent. Que s'est-il passé dans ce pavillon de l'Est de la France? Pourquoi ce jeune militaire a-t-il été massacré de la sorte? Pour le savoir, les enquêteurs misent sur l'autopsie du corps de la victime. Les premières constatations du médecin légiste font état d'hématomes des deux côtés de la tête, de traces de défense au niveau de la main droite, ainsi que de plaies thoraciques. C'est 7 perforations qui sont constatées, dont une qui traverse entièrement la cage thoracique. Et dans ces 7 coups, un seul aurait été mortel, c'est celui qui touche l'artère fémorale. Un crime commis à grands coups de pioche, un déferlement de violence inouï. Pour les gendarmes, en tout cas, voilà qui ne colle pas vraiment avec le premier scénario envisagé, celui d'un cambriolage. D'abord parce qu'effectivement, il manque un téléphone portable et il manque un peu d'argent, mais les voleurs seraient partis sans emporter finalement ce qu'on emporte toujours, c'est-à-dire la télévision, les appareils électroniques, puis surtout, il n'y a pas de traces d'effraction. La maison n'a pas été forcée, la porte n'a pas été forcée, il n'y a pas un carreau cassé. Il se demande quand même comment un cambrioleur, aussi fou qu'il soit, ait pu commettre ce meurtre aussi horrible. Les enquêteurs ne voient aucune explication à tout cela. D'autant qu'ils ne trouvent pas l'ombre d'une empreinte ADN à exploiter. Il n'y a pas d'élément qui soit déterminant, puisque de toute façon, toutes les empreintes ADN qu'on ait pu trouver... Pierre Limbroso, avocat de la défense. ...sont ou ceux de Julien ou ceux de Sophie. Il n'y a rien d'extraordinaire. Il n'y a pas d'ADN étranger. Alors ils explorent toutes les hypothèses possibles. Et si la mort du sergent Thévenet avait quelque chose à voir avec sa profession de militaire? Son métier, c'est d'être mécanicien d'avions de chasse, des Rafales. C'est très sensible sur le plan de la sécurité nationale. Ce sont des gens qui s'occupent d'avions, qui s'envolent avec des armes lourdes. Laurent Villain, journaliste à France 3, Champagne-Ardenne. Forcément, quand intervient ce genre de mort, on se pose des questions. Voilà, c'est obligatoire. A-t-il eu accès à des données confidentielles, à des données secret défense qui auraient pu attiser les convoitises, lui attirer des ennemis? Ses chefs et ses camarades de régiment sont auditionnés. Mais tous dressent de Julien le portrait d'un sous-officier très apprécié et absolument loyal. Très vite, les gendarmes se rendent compte que non seulement Julien Thévenet était quelqu'un de discret, sympathique, même plutôt renfermé, mais surtout quelqu'un de profondément intègre. Il est mécanicien, Julien, il n'a pas de secret militaire. Il n'est pas détenteur du secret défense, en fait. Donc la piste militaire, on va fouiller un peu, mais ça va pas donner grand-chose, en fait. Alors que les gendarmes s'interrogent, tout s'emballe d'un seul coup.
En effet, ils reçoivent le résultat des analyses toxicologiques qui vont donner une autre direction aux investigations. On va apprendre que Julien Thévenet a une dose supramédicamenteuse de zolpidem, donc c'est un somnifère. Donc il n'est pas logique de découvrir une telle quantité de somnifères dans son corps. Donc l'impression qu'on peut avoir, c'est que cet homme aurait été endormi avant d'être tué. Des somnifères à haute dose. Du côté des enquêteurs, voilà qui pourrait tout changer. La victime ne faisait l'objet d'aucune prescription médicale. Quelqu'un lui a donc forcément administré ces médicaments. Évidemment, cette mort ultra-violente associée aux somnifères. Louise Colcombet, journaliste au Parisien, aujourd'hui en France. Là, vraiment, la thèse du cambriolage, qui était déjà pas très étayée, vole totalement en éclats. Et on se rend compte qu'il s'agit d'un homicide volontaire avec préméditation. Un empoisonnement aux somnifères suivi d'un assassinat à coups de pioche. Pour Franck Catini et ses hommes, l'affaire vient tout simplement de changer de dimension. D'autant qu'en continuant d'interroger les collègues militaires de Julien Thévenet, ils font une autre avancée cruciale. Une découverte des plus troublantes. Et ils se sont inquiétés dans les dernières semaines, voire les derniers mois, de l'attitude qu'avait Julien Thévenet. Par exemple, il n'avait jamais d'argent sur lui. Il ne pouvait jamais offrir un coup à boire à ses potes. Julien Thévenet se privait de sorties avec ses collègues. Lorsqu'il était en déplacement, c'est sa propre maman qui lui faisait des virements pour qu'il paye ses repas. À ce moment-là, les gendarmes sont stupéfaits. Julien Thévenet avait-il des problèmes d'argent ? D'où pourrait provenir ce manque d'argent? Pour avancer, les enquêteurs auditionnent d'autres proches de la victime. Et tous semblent unanimes. L'atmosphère au sein du couple tournait souvent à l'orage pour des raisons financières. Principalement, les relations difficiles qu'ils vivent entre eux, c'est a priori des problèmes d'argent. Franck Catini, major de gendarmerie et chef d'enquête. Lui travaille, a un revenu, son salaire est versé sur un compte commun. A priori, c'est sa femme qui gère entièrement l'argent et ses collègues de travail nous expliquent qu'il n'a jamais d'argent sur lui. Elle lui a coupé ses moyens de paiement, mais coupé au sens propre. C'est-à-dire qu'elle a pris sa carte bleue et qu'elle a pris un ciseau, elle l'a coupé en deux. Il n'a droit à rien. Il n'a plus d'argent. Au fil des auditions, c'est un drôle de portrait de Julien Thévenet qui se dessine. Celui d'un homme passé totalement sous l'emprise de son épouse. C'est Sophie Richard qui est pilote du couple, en fait. Tout simplement. C'est elle qui gère tout. Elle est aux commandes. Elle est aux commandes du couple et lui ne peut rien faire. Il est sous contrôle permanent de Sophie Richard, qui est aussi très autoritaire. Finalement, il est prisonnier de cette cage qu'il a construite malgré lui. C'était une vie, même pas sous condition, c'était une vie de soumission, j'appelle ça moi, de soumission. Elle levait le petit doigt, il était là, à leur donner, il exécutait. Jean-Luc, le père de Julien, se souvient très bien du comportement de Sophie. Notamment lors d'un certain réveillon de Noël en famille, à la fin de l'année 2013. Arrivé à un certain âge, on ne fait plus de cadeaux, c'est une enveloppe. En plein repas de Noël, à la fin, je vois Sophie Richard qui prend les enveloppes et qui commence à compter l'argent, qui prend son ordinateur et qui fait ses comptes. Cela a profondément choqué la famille. Virginie Selvetti, journaliste. L'avarice et la cupidité de Sophie Richard, à ce moment-là, a fait surface. Un tyran domestique obsédé par l'argent. L'image de Sophie que renvoient les témoins a tout pour intriguer les gendarmes. Et les anecdotes ne manquent pas. Comme lors de cette visite du couple à Martigues, chez les parents de Julien. Sophie Richard ne veut plus dépenser d'argent pour l'essence, donc elle le fait savoir. Donc les parents de Julien, pour avoir la paix, finalement, lui donnent une somme d'argent. Et Julien, évidemment, à la pompe, a du mal à arriver aux 50 piles. Il dépasse de 6 centimes. Et Sophie Richard pique une colère en hurlant qu'il a dépassé la somme octroyée. Scandale. Tu te rends compte, tu peux pas faire que 50 €. Moi, j'ai pas d'argent, j'ai pas de sac, j'ai rien.
J'avais 10 centimes qui restaient dans la voiture. J'ai dit, tiens, prends les 10 centimes, il va payer ses 50 €. Tandis que les témoins défilent, les gendarmes comprennent que les problèmes entre Sophie et Julien existaient depuis bien longtemps, y compris le jour de leur mariage. La date du mariage, qui avait été fixée bien en amont, est changée au dernier moment, de sorte que les parents de Julien Thévenet ne peuvent même pas être au mariage de leur fils. Donc, elle nous a mis dans l'impossibilité de venir. Pour moi, ça a été très douloureux. Et le mot qui revient pour décrire leur mariage, c'est mariage au rabais. C'est-à-dire qu'on a des assiettes en carton, des gobelets en plastique, et ce qui devait être le plus beau jour de sa vie ressemble finalement à un anniversaire d'enfant. C'était même pas un mariage, c'était un pique-nique. Jean-Luc Thévenet, père de Julien. J'en ai souffert, je n'ai jamais rien dit parce que je voulais pas le mettre mal à l'aise, mais de savoir qu'il s'est marié dans ces conditions, mais alors ça a été quelque chose de très, très douloureux. Au fil des mois, la situation conjugale de Julien devient de plus en plus intenable. Sophie lui rend la vie impossible. Jusqu'au jour où son père, Jean-Luc, reçoit un coup de fil de son fils. Une semaine tout juste avant d'être massacré dans son garage. Le 20 au soir, il nous dit qu'il veut divorcer, hein. Que lui, c'est acté, et nous, c'est pipi pourra, hein, franchement. Hein. C'est presque on sort champagne. Hein. Et le matin même, il avait été voir l'assistant social de l'armée. Et il avait demandé tous les renseignements, s'il divorçait, ce qu'il pouvait faire, le machin. Et puis ensuite, il prend rendez-vous avec la banque pour l'ouverture d'un compte à lui, une semaine avant que le drame intervienne. Une fois sa famille prévenue, Julien annonce également à Sophie, son épouse, son intention de divorcer. Et visiblement, elle le prend très mal. On est dans la soirée, elle va pas supporter la situation, elle va faire des crises de larmes. Pierre Lombroso, avocat de la défense. Elle va lui dire que c'est l'homme de sa vie, qu'elle peut pas se passer de lui, qu'elle peut pas vivre sans lui, qu'il peut pas faire ça. Et étrangement, le lendemain matin, elle change totalement de visage et là, elle lui dit « Ok, je suis d'accord, pas de problème. » Donc voilà, effondrée la veille et résolue le lendemain matin, comme si, voilà, dans la nuit, l'idée avait fait son chemin de façon quasi magique. Cette histoire de divorce aurait-elle tout déclenché ? Cette fameuse nuit, Sophie Richard aurait-elle décidé de se débarrasser de son mari ? Pour les enquêteurs, voilà peut-être le grand tournant de cette affaire. Un divorce annoncé une semaine avant, un drame où le mari est retrouvé mort dans des circonstances terribles. Laurent Villain, journaliste à France 3, Champagne-Ardenne. Forcément, avec l'expérience qu'ont les enquêteurs, ça alerte, ça fait tilt. On s'aperçoit que le crime intervient à un moment clé de leur vie. La personne qui se trouve dans une situation qu'elle n'a pas choisie, c'était Sophie Thévenet. Et donc forcément, elle est devenue à ce moment-là une suspecte. En cas de divorce, Sophie, privée des revenus de son mari, aurait quasiment tout perdu. Voilà qui pourrait parfaitement constituer un mobile. Reste qu'à ce stade, les enquêteurs ne disposent d'aucune preuve matérielle contre elle. Sur la scène de crime, sur la pioche qui a porté le coup fatal à Julien Thévenet, on ne retrouve ni les empreintes digitales, ni l'ADN de Sophie Richard. Et puis, la violence du crime est inouïe. Il est peu probable que ce soit une femme qui ait porté ces coups. Pour les enquêteurs, en fait, l'hypothèse de Sophie Richard aurait tué son mari toute seule, en fait, c'est pas possible. Voilà. Et donc, ils se disent, OK, Sophie Richard, elle est mêlée à la mort de son mari. Mais avec qui ? Sophie aurait-elle pu administrer les fameux médicaments à son mari ? Et qui aurait-elle bien pu recruter comme complice ? L'enquête s'accélère pour de bon. Chez les gendarmes de Reims, c'est l'effervescence. À la recherche du moindre élément, ils examinent les appels téléphoniques ainsi que les conversations Internet de Sophie avant la mort de son mari. Et ils vont aller de surprise en surprise. On va se rendre compte que Sophie Richard elle avait une vie affective remplie. Louise Colcombet,
journaliste au Parisien, aujourd'hui en France. Pendant que son mari était ou en mission ou sur la base, elle passait ses journées sur des sites de rencontres, elle parlait avec beaucoup d'hommes. Il y en a un qui revient régulièrement, avec qui elle converse beaucoup. Et en fait, cet homme s'appelle Sébastien Chantreau. D'après leurs échanges, Sophie a rencontré ce Sébastien Chantreau environ 3 mois avant le meurtre. Et dès son premier rendez-vous avec Sophie, entre eux, tout va très vite. Sébastien Chantreau a 27 ans, il est jeune, grand, brun, les cheveux rasés de très près. Ce que c'est troublant, c'est qu'il ressemble un peu à Julien Thévenet. C'est une espèce de garçon un peu passe-partout, comme ça. Assez mince, mais assez musculeux quand même. Et moi, je dirais avec une tête mal peignée, mais avec une bonne tête. Il a une bonne tête. Aucune ambiguïté possible. Sébastien Chantreau est bien l'amant de Sophie. Mais serait-il pour autant impliqué dans le meurtre de son mari? Lorsque le major Catini se penche sur ses antécédents, première surprise. On s'aperçoit que c'est quelqu'un qui est défavorablement connu, malgré son jeune âge. Franck Catini, major de gendarmerie et chef d'enquête. Il a commis des dégradations, des violences sur agents de la force publique qui ont tenu des blessures, des violences sur son ex-compagne. C'est un gars qui est aux portes de la délinquance, en fait. Il est condamné 2 fois pour des violences. Voilà, à un moment, il est sur une ligne de rupture, clairement. Il va tomber sur cette femme pulpeuse, blonde, aux yeux bleus, avec des enfants, un pavillon, de l'argent, et cet amour enfin possible. C'est vrai que Chantreau, il est amoureux. Alors là, franchement, c'est le coup de foudre. Un sentiment amoureux qu'il a du mal à gérer, et il va se lancer éperdument dans cette histoire. Les enquêteurs comprennent que Sébastien est très épris de la jeune épouse du militaire, au point de vivre presque au grand jour cette relation extra-conjugale. Ils se sont rencontrés il y a seulement 3 mois et demi, mais Sébastien Chantreau a présenté Sophie Richard à sa grand-mère. Il va très vite faire la connaissance des enfants, qu'il va amener chez lui, ils vont sortir ensemble. En fait, ils vont se conduire très très vite, comme un couple marié. Pourtant, tous les témoins sont formels. Sébastien, qui enchaîne les petits boulots, est décrit comme étant quelque peu immature. C'est quelqu'un qui va s'enfermer dans un monde de rêve, de tout ce qui est du domaine du gothisme, quoi, de ce qui est gothique, donc du noir, du diable, de choses un peu sataniques comme ça, mais comme beaucoup d'adolescents peuvent. Sauf que lui, il va le prolonger un peu plus qu'un adolescent l'aurait fait. C'est vrai qu'il a des hobbies un peu particuliers, oui. Il s'intéresse au satanisme, et c'est un type qui est pas bien dans sa vie, dans sa peau. Des antécédents de violence et cette fascination pour les rituels sataniques. Alors, Sébastien, l'amant de Sophie, aurait-il pu assassiner Julien à coups de pioche? C'est désormais le scénario envisagé par les gendarmes. Mais ils ne veulent en aucun cas éveiller sa méfiance. Le jeune homme est donc convoqué comme simple témoin. Et très spontanément, il avance un alibi. Il dit avoir passé tout le week-end du crime, loin de Somswip, en compagnie de sa maîtresse, Sophie Richard. Le vendredi, il était à Reims. D'ailleurs, il s'est fait voler son téléphone portable. Et puis après, il raconte son week-end, en fait, avec Sophie Richard et les enfants de Sophie Richard. Le lendemain, ils ont passé la journée, donc notamment chez sa grand-mère. Ensuite, le dimanche, ils sont allés au parc Disney à Marne-la-Vallée. L'alibi est vérifié et tout concorde. Sébastien Chantreau ressort donc libre de la gendarmerie. Pourtant, il y a un petit détail qui n'a pas échappé aux enquêteurs. Ils reprennent aussitôt les déclarations de Sophie. Elle aussi avait justement déclaré qu'on lui avait volé son téléphone. Difficile pour eux de n'y voir qu'une coïncidence. Et rapidement, ils sont quand même assez interpellés sur une chose, c'est que Sophie Richard s'est fait voler son portable lors du cambriolage.
et que Sébastien Chantreau, lui, s'est fait voler son téléphone portable le vendredi à Reims. Donc ils se disent, ok, c'est un couple d'amants, et comme par hasard, au moment où l'époux de Sophie Richard décède, ils n'ont plus de portable. L'épouse et son amant se seraient-ils débarrassés de leur portable afin de brouiller les pistes? Pour le savoir, les enquêteurs étudient les bornages des 2 téléphones durant les heures précédant le crime. Et celui de Sébastien va révéler une toute autre histoire. Avec les analyses de la téléphonie, ils vont s'apercevoir que le téléphone de Sébastien Chantreau borne Virginie Selvetti, journaliste. le vendredi 24 janvier au domicile du couple Thévenet, entre 15h46 et 18h57, et donc qu'il a menti. Une tranche horaire durant laquelle Sébastien Chantreau affirmait se trouver à Reims. Inexorablement, l'étau se resserre sur Sophie Richard et sur son amant. Le 10 février 2014, soit 3 semaines après le meurtre, les 2 suspects sont placés en garde à vue. Les gendarmes espèrent les faire craquer grâce à leur seul élément tangible, le bornage du téléphone de Sébastien Chantreau. Il commence par Sophie, la veuve de la victime. Les premières auditions de Sophie Richard en garde à vue sont toutes identiques, c'est-à-dire on était chez Sébastien avec les enfants pendant le week-end, on ne sait pas où était Julia, et point barre. Puis assez vite, elle est mise en contradiction, on lui présente les éléments techniques, et elle va finir par expliquer que elle était au domicile et que Sébastien Chantreau était bien au domicile. Tandis qu'il la presse de questions, les enquêteurs le sentent. Aussi coriace soit-elle, Sophie se retrouve assez vite déstabilisée. Finalement, elle leur avoue qu'elle était bien dans la maison avec son mari, mais aussi avec son amant. Et elle avance même un début de scénario. Le ton serait monté entre les 2 hommes. Et ensuite, elle dit « ce n'est pas moi, je n'ai rien fait ». Ils ont été dans le garage parce qu'ils se disputaient dans le salon. Je ne voulais pas que ça se passe dans le salon. Je sais qu'ils se sont battus et ensuite, nous, on est partis. Mais Sophie n'en dira pas plus. Alors, les gendarmes se tournent vers son amant afin de lui mettre à son tour la pression. C'est là que Sébastien s'effondre d'un seul coup. Là-dessus, Sébastien Chantreau décide de tout avouer. Laurent Villain, journaliste à France 3, Champagne-Ardenne. Et il parle. Il ne va pas s'arrêter de parler. Sébastien Chantreau craque et avoue avoir commis une irréparable. Et qu'ensemble, ils ont fomenté un plan diabolique. Dès lors, Sébastien se lance dans une longue confession. En premier lieu, il leur raconte le tableau que sa maîtresse lui faisait de sa vie conjugale. Alors il explique que la situation lui avait été décrite par Sophie en expliquant qu'elle ne pouvait plus vivre avec Julien de cette manière-là, qu'il la rabaissait trop, qu'il frappait même les enfants. Donc devant cette situation, il fallait qu'elle s'arrête ou qu'il meure. Sébastien a une haine incroyable à l'encontre de ce Julien qu'il ne connaît pas. Stéphane Minca, journaliste spécialiste des faits divers. Mais il considère être le bourreau de celle qu'il aime. Une haine qui, selon Sébastien, aurait viré à l'obsession. Les 2 amants auraient alors imaginé ensemble un plan redoutable pour se débarrasser du mari devenu soi-disant violent. Et voici le récit fait par Sébastien Chantreau de cette terrible journée d'hiver. Le vendredi 24 janvier, Julien Thévenet sort du travail, se rend à son domicile et il a l'habitude, quand il rentre du travail, de se servir un petit pastis. C'est Sophie Richard qui lui sert son verre de pastis ce jour-là, mais un verre de pastis bien chargé puisqu'elle y a ajouté 8 comprimés de zolpidem. Voilà qui confirme parfaitement le résultat des expertises toxicologiques. Sébastien, lui, attend le signe du top départ dans un bar d'une commune voisine. Une fois Julien Thévenet endormi, elle appelle Sébastien Chantreau
ordre est donné à Sébastien Chantreau de revenir rapidement à la maison à Somme-Suip pour s'occuper donc de Julien Thévenet. Il est à pied, il y a plusieurs kilomètres. Donc il va expliquer qu'il est obligé d'aller en courant. Pierre Limbroso, avocat de la défense. Pour arriver le plus vite possible, parce qu'il ne faut surtout pas qu'il se réveille. Après une bonne demi-heure de marche, Sébastien arrive au domicile du couple. Sur place, assommé par les somnifères, Julien le mari dort à poing fermé. Ensemble, les deux amants transportent le mari jusque dans le garage. La description que leur suspect fait de la scène laisse les enquêteurs sans voix. Comble de l'horreur, Sébastien Chantreau va raconter aux enquêteurs que Sophie Richard l'aide pour la commission des faits, mais qu'elle fait des allers-retours entre le garage et la maison, puisque ses enfants sont présents, qu'elle va leur donner le bain avant qu'ils jouent dans leur chambre, qui est juste accolée au garage. Sébastien Chantreau raconte ensuite avoir été saisi de panique. Comment s'y prendre pour se débarrasser de son rival? Selon lui, Sophie aurait assisté à la scène, impassible. Il va essayer de trouver tous les moyens possibles et inimaginables pour essayer de le tuer. Donc il va d'abord essayer de le tuer en tapant sa tête contre le sol, puis il va trouver une fourche pour essayer de le piquer. Et c'est là qu'il a décidé de se saisir d'une pioche de chantier, qu'il a commencé à porter les coups, qu'elle le sommait d'aller plus vite. C'est là que Julien aurait justement commencé à reprendre ses esprits. Il aurait donc vu Sébastien s'approcher, la fameuse pioche brandie au-dessus de lui. Julien Thévenet se réveille, en tout cas commence à sortir un petit peu de son sommeil forcé. Et là, il se rend compte qu'en fait, il est en train de mourir, que Sébastien Chantreau veut le tuer. Et Julien Thévenet commençait à crier, à émettre des sons. Sophie Thévenet, elle l'aurait aidé, selon lui, à tenir d'une part la tête et d'une part la main. Franck Catini, major de gendarmerie et chef d'enquête. Selon Sébastien Chantreau, elle aurait également mis un sac plastique dans la bouche et lui aurait maintenu la bouche fermée pour éviter de continuer à entendre les cris. Julien aurait ensuite été achevé d'un dernier coup de pioche en pleine poitrine. Une scène digne d'un film d'horreur. Les enquêteurs n'en reviennent pas. Confrontée à ces aveux terrifiants, Sophie Richard, elle, n'en démord pas. Non seulement elle nie tout catégoriquement, mais elle continue de se poser elle-même en victime. Face aux enquêteurs, elle maintient que Julien Thévenet était très violent avec elle, violent avec les enfants, et qu'elle subissait de la part de son mari également des viols. Des agissements gravissimes qui auraient poussé les amants à passer à l'action. Pour autant, Sophie répète qu'elle n'a rien à voir avec l'acte criminel proprement dit. Sophie Richard va expliquer qu'effectivement, elle a glissé ses somnifères. Louise Colcombet, journaliste au Parisien, aujourd'hui en France. Mais qu'elle a ensuite voulu tout arrêter, qu'elle a supplié son amant d'arrêter, de laisser la vie sauve à son mari. Au moment où Sébastien frappait Julien, je me suis rendu compte en fait à quel point c'était une folie et j'ai demandé à Sébastien d'arrêter. J'ai dit stop, arrêtons. Mais Sébastien a continué. Sébastien était véritablement dans une folie meurtrière à ce moment-là. Deux amants qui se renvoient la responsabilité d'un assassinat commis dans des circonstances effroyables. Les médias se déchaînent et suivent pas à pas cette affaire retentissante. Il a fallu attendre la garde à vue pour que les amants passent aux aveux, c'est ce qu'a confirmé le procureur adjoint au tribunal de Reims. Arrêté lundi, l'épouse de la victime et son amant ont livré une version des faits plus adéquate avec l'intuition des enquêteurs quant au déroulement du crime. À l'issue de leur garde à vue, les deux suspects sont mis en examen pour assassinat et incarcérés. Alors, quel serait le vrai mobile de ce crime sordide? Pour la justice, le scénario paraît déjà limpide. Suite
à la révélation par Madame Veuve Thévenet de l'intention de feu son mari d'avoir prochainement recours à une procédure de divorce, craignant les conséquences financières que cela pouvait avoir, elle a estimé qu'il pouvait être une solution que de le faire disparaître, c'est-à-dire de le tuer, ce qui caractérise la préméditation. L'onde de choc se propage jusqu'à Martigues. Mais pour la famille de Julien, pour son père Jean-Luc, ces révélations fracassantes sur Sophie ne sont pas vraiment une surprise. Bon, on sentait le coup fourré, mais pas à ce niveau-là, franchement. Jean-Luc Thévenet, père de Julien. Je pensais qu'elle allait lui faire un entourloupe, qu'elle allait lui faire un coup fourré. En tout cas, les proches de Julien sont catégoriques. Les accusations de violence conjugale avancées par Sophie, son épouse, ne tiennent pas la route. Aucun moment on a accrédité la thèse de la violence de Julien. D'abord parce que c'est pas quelqu'un de violent déjà d'une. En plus, les arguments qu'elle avançait, c'est complètement faux. Julien, le 31 au soir, il réveillonne avec les enfants, il nous envoie les vidéos. Elle est où, Sophie Richard? Les enquêteurs vont s'apercevoir qu'en fait Sophie n'est pas à la maison, elle ne passe pas le 31 décembre en famille. On s'aperçoit même qu'au contraire, Julien, loin de battre les enfants, en fait c'est lui qui s'en occupe le plus. La ligne de défense de Sophie Richard se voit fragilisée. Mais les enquêteurs, eux, veulent enfoncer le clou. L'argent était-il le seul véritable mobile de l'assassinat du mari? Et là, ils se rendent compte qu'il avait contracté une assurance vie. Virginie Selvetti, journaliste. Au nom de son épouse. Si Julien Thévenet meurt, Sophie Richard va bénéficier de son assurance vie, qui est une somme de plus de 200 000 € à l'époque. Laurent Villain, journaliste à France 3, Champagne-Ardenne. Ils savent aussi qu'il y a un crédit sur la maison, qu'en cas de décès de l'époux, en l'occurrence, Sophie Richard ne payera plus de crédit. Donc, le pavillon à somme sup sera complètement payé. Une assurance vie et un bien immobilier dont Sophie parlait beaucoup dans ses échanges avec Sébastien. Voilà qui achève de sceller la conviction des enquêteurs quant au mobile. Donc Sophie en parle de ses assurances vie, elle en parle notamment dans des SMS, en disant que si effectivement le divorce est effectif, Julien va finir par mettre le nom du bénéficiaire de l'assurance vie à un autre nom que Sophie, bien évidemment. Donc il faut agir vite. Et là, on a un SMS très parlant de Chantreau qui finit par lui dire « Ok, on fait comme on a dit, je suis prêt, on avance la date ». Ce pacte diabolique a été scellé très tôt, en réalité. Stéphane Minca, journaliste spécialiste des faits divers. En moins de 3 mois, Sébastien est prêt à tuer pour Sophie. Avec ces SMS écrits noir sur blanc, la préméditation ne fait plus aucun doute. D'autant que les gendarmes ont trouvé un autre élément matériel accablant contre Sébastien et Sophie. Les deux amants avaient d'abord pensé à maquiller leur crime en suicide. Les recherches Internet qui ont été faites par Sébastien Chantreau, il a fait des recherches sur des pendaisons, laissent à penser que peut-être ils ont voulu mettre en scène un suicide, que ça n'a pas pu être possible parce que Julien s'est réveillé et qu'il a fallu l'achever dans la précipitation. S'ils avaient réussi à le pendre, qu'en serait-il advenu de cette enquête si on avait découvert le corps d'un militaire accroché dans son garage alors qu'il était en instance de séparation? Le crime parfait n'était sans doute pas loin. Et donc quand on repense à tout cela, oui, ça a été une enquête marquante. La presse les a surnommés les amants diaboliques, Sébastien Chantreau et Sophie Richard en pleine reconstitution depuis ce matin à Somme-Sup dans la Marne. 2 juin 2014, 6 mois après le meurtre, Sophie Richard et Sébastien Chantreau sont extraits de prison. Ils se revoient pour la première fois depuis leur arrestation. Et on va effectivement s'apercevoir, au bout de la reconstitution, Pierre Limbroso, avocat de la défense, que la version qui est la plus crédible est celle de Sébastien Chantreau et celle qu'il aurait fait, bien évidemment, en garde à vue, ce qui est souvent le cas. Les premiers aveux de Sébastien Chantreau sont clairs, nets, précis. Il fait pas ça sur 2 minutes. Il prend le temps de parler aux enquêteurs. Le déroulement des faits, à mon avis, est proche de cette première déclaration. C'est donc le scénario retenu par l'accusation. Sophie
a tout à fait le profil pour être le cerveau du crime. C'est aussi la conclusion des experts psychologues à son sujet. On apprend que Sophie Richard est une femme dans le contrôle. C'est une femme qui aime bien contrôler, qui aime bien organiser. Elle a un bon niveau, degré d'intelligence qui peut être en adéquation avec l'organisation de tels faits. Et surtout qu'elle a suffisamment de sang-froid pour asservir deux hommes. Un pour lui prendre son argent et l'autre pour l'utiliser à des fins criminelles. Toujours selon les experts, une chose est certaine. Sébastien ne faisait pas le poids face au redoutable talent de manipulatrice déployé par Sophie. Sébastien est le cocktail idéal pour Sophie parce qu'il a à la fois cette dépendance affective, comme vont le montrer les psychologues, cette faille en lui-même. Et d'un autre côté, il y a la face noire de Sébastien Chantrot, qui est cette espèce d'admiration pour tout ce qui est du domaine du satanisme, du domaine du diable, de la mort. Cour d'assises de Reims, dans la Marne, 12 septembre 2016. Presque 3 ans se sont écoulés depuis la mort atroce de Julien Thévenet. Alors que Sophie Richard et Sébastien Chantereau, son amant, sont jugés pour assassinat, tout le monde retient son souffle. C'est une terrible affaire qui est jugée ici jusqu'à mercredi devant la cour d'assises de la Marne. On attend beaucoup de choses de la part des deux accusés. D'une part, qui a eu l'idée de vouloir assassiner la victime. Quel est le rôle de chacun dans cette terrible affaire? C'est toutes ces réponses à laquelle vont devoir répondre les deux personnages dans le box. Ils encourent la réclusion criminelle à perpétuité. Le verdict est attendu mercredi soir. Dans le box des accusés, Sébastien sait qu'il risque plus que Sophie. Lui qui a avoué avoir porté les coups mortels. Mais il ne veut en aucun cas assumer seul la responsabilité du crime. Les enjeux du procès pour moi, avocat de Sébastien Chantrot, c'est de faire en sorte de démontrer que Sébastien Chantrot n'est que la main, le bras armé de Sophie Richard et que Sophie Richard est le commanditaire. Et de l'autre côté, les avocats de Sophie Richard vont devoir démontrer que Sébastien Chantrot est un tueur de sang-froid, capable d'une folie meurtrière à laquelle Sophie Richard voulait mettre un terme. À l'époque, l'avocat de Sophie Richard tente le tout pour le tout. Elle est très angoissée, mais elle a un besoin de vérité, elle a besoin de s'expliquer. Guillaume Bert, avocat de Sophie Richard. Elle sait parfaitement ce qu'elle risque, elle en est consciente, mais je crois qu'elle a le besoin aujourd'hui de dire ce qui s'est réellement passé, ce qu'elle a fait d'ailleurs tout le temps de l'instruction, mais c'était couvert par le secret. L'avocat de Sophie Richard, qui n'a pas souhaité s'exprimer à nouveau, n'en démord pas. Sa cliente ne serait pour rien dans la mort de son mari. Au cours du procès, Sophie Richard elle se présente comme la victime. Louise Colcombet, journaliste au Parisien, aujourd'hui en France. Elle s'exprime d'une voix plaintive, une petite voix en permanence. Elle a essayé de stopper les choses, elle ne voulait pas tout ça, etc. Et elle ne répond pas aux questions, en fait. Elle va traverser ce procès, en fait, comme une étrangère à son avenir, à son procès. Pour les parties civiles, ces 3 jours d'audience laisseront un réel sentiment de frustration. C'est un vide complet. On se dit quand même, la moitié des choses n'ont pas été dites. La maltraitance de Julien, c'est dit, mais c'est très superficiel. Pas grand-chose n'est sorti de ce procès. Et finalement, les débats devant la cour d'assises n'apportent pas d'éléments de réponse. Et ce qui s'est passé dans ce huis clos, dans ce pavillon à Sommes-Suip, reste un mystère. Seuls Sophie Richard et Sébastien Chantrot savent ce qui s'est réellement passé. Au terme du délibéré, le verdict tombe et il est implacable. 30 ans de réclusion criminelle pour chacun des 2 accusés. Ce verdict signifie que Sophie Richard et Sébastien Chantrot ont des responsabilités égales et qu'ils étaient complices de A à Z. C'est un verdict qui met les amants sur le même plan de responsabilité. Si les somnifères n'avaient pas été administrés, le crime n'aurait pas pu avoir lieu.
Franck Catini, major de gendarmerie et chef d'enquête. Donc sans Sophie Richard, il n'y avait pas de crime. Et si seuls les somnifères avaient été donnés, Sébastien Chantereau probablement n'aurait peut-être pas commis ces faits. Donc l'un et l'autre sont indissociables pour commettre ce crime. À l'issue de l'audience, seul Sébastien Chantereau fait appel. Mais un an plus tard, en 2017, il est condamné exactement à la même peine. Aujourd'hui, dans cette belle ville de Martigues où il a grandi, bien des années ont passé depuis la disparition de Julien Thévenet. Mais les cicatrices, elles, sont toujours là. Savoir avant qu'il a souffert moralement, savoir que ton fils il a été malheureux, qu'il a souffert, qu'il a été brimé. Jean-Luc Thévenet, père de Julien. Je pense que la souffrance morale a été peut-être plus dure que la souffrance physique quand il est décédé. Alors que le souvenir de Julien demeure intact, une décision de justice a redonné un peu de joie de vivre à ses parents. Ils ont pu adopter l'enfant que leur fils a eu avec Sophie. Le vrai devoir de mémoire, c'est faire que sa fille ne souffre pas de tout ça. Son père est parti, mais ça lui a permis d'avoir une vraie vie sereine, avec des moments de joie, avec des moments de partage, des moments de famille, où il n'y a pas de violence, il n'y a pas de haine. Parce qu'aujourd'hui, j'ose même pas imaginer sa vie si elle était aux côtés de sa mère. Je pense que sa vie serait gâchée. Ainsi s'achève la terrible histoire de la mort de Julien Thévenet. Toute une famille brisée par le chagrin, mais qui, aujourd'hui, reste résolument tournée vers l'avenir. Vous venez d'écouter Chronique criminelle. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de Chronique criminelle.